Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à ce qui est vraiment au cœur de la prospérité économique sur le long terme, le progrès technologique. Pendant très longtemps, les économistes se sont un peu cassé la tête. Ils voyaient bien que les économies grandissaient, mais une grosse partie de cette croissance restait inexpliquée. Alors, c'est quoi cet ingrédient secret? On va plonger ensemble dans l'histoire d'un véritable mystère économique et voir comment sa résolution nous a révélé le vrai moteur de la croissance. Notre histoire commence donc avec une sacrée énigme, identifiée par un économiste du nom de Robert Solow. Alors, pour tenter de mesurer cet ingrédient secret, les économistes ont un outil, la productivité globale des facteurs, ou PGF. En gros, c'est une mesure de notre efficacité collective, de notre capacité à mieux produire avec les mêmes ressources. Et là, surprise. Solow s'est rendu compte qu'en additionnant simplement plus de capital, donc plus de machines, et plus de travail, donc plus de travailleurs, eh bien ça n'expliquait pas toute la croissance. Loin de là. Il restait un énorme morceau inexpliqué, une sorte de reste. C'est ce qu'on a appelé le fameux résidu de Solow. Au début, on s'est dit que ce progrès, ce fameux résidu, c'était un peu comme s'il tombait du ciel. Une sorte de boîte noire, un coup de chance, une découverte faite par hasard, bref, quelque chose d'extérieur à l'économie, sur lequel on n'avait pas vraiment de prise. Mais bien sûr, cette idée d'un résidu un peu magique n'était pas très satisfaisante. Il fallait ouvrir cette boîte noire. Et le premier grand indice pour y parvenir est venu en s'intéressant à un personnage bien particulier. C'est là qu'intervient l'économiste Joseph Schumpeter. Pour lui, pas question de hasard. Le progrès technologique, il n'arrive pas par accident. Non, il est le fruit d'actions bien concrètes menées par des gens spécifiques. Ce personnage central, c'est l'innovateur. Celui ou celle qui prend des risques pour lancer un nouveau produit, un nouveau procédé. Son objectif? Obtenir un monopole, même temporaire, pour faire de gros profits. Et c'est justement cette carotte qui va attirer les concurrents et qui va diffuser l'innovation dans toute l'économie. Pensez à des figures comme Steve Jobs ou Bill Gates. Ils sont de parfaits exemples de ces moteurs de la PGF et donc de la croissance. L'idée de l'innovateur est fondamentale. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On ne peut pas tout faire reposer sur quelques génies solitaires. Voyons maintenant comment cette vision s'intègre dans une explication beaucoup plus complète. À partir des années 80, des économistes comme Romer, Barrow ou encore Lucas vont plus loin. Ils développent ce qu'on appelle la théorie de la croissance endogène. Alors, endogène, ça veut dire quoi? Tout simplement que la croissance vient de l'intérieur du système économique. Elle est le résultat d'actions et de décisions délibérées. Ces théoriciens ont identifié 3 types d'investissements qui sont absolument cruciaux, qu'ils soient faits par les entreprises ou par les pouvoirs publics. Il y a d'abord la recherche et développement, bien sûr, ensuite le capital humain, c'est-à-dire l'éducation, les compétences, la santé des gens, et enfin le capital public, les infrastructures comme les routes, le ferroviaire, les réseaux de communication. Et là, on voit se dessiner un véritable cercle vertueux, un cycle qui s'auto-alimente. On investit, ce qui crée de l'innovation et une main-d'œuvre plus qualifiée. Ça fait grimper la PGF et donc la croissance économique. Et la richesse qui en découle permet de financer de nouveaux investissements encore plus performants. La boucle est bouclée. Et ce n'est pas que de la théorie. Quand on regarde les faits, on voit bien que les nations les plus riches, comme les États-Unis ou la Corée du Sud, sont précisément celles qui investissent massivement dans ces domaines. C'est une mécanique assez implacable. Bon, on a résolu le mystère de l'origine du progrès. C'est bien. Mais maintenant, la question c'est, concrètement, comment est-ce que ça se traduit dans l'économie? Où vont tous ces gains de productivité? Eh bien, ces gains d'efficacité ne vont pas dans une seule poche. Ils se répartissent dans toute l'économie, à travers 3 grands canaux. D'un côté, les entreprises plus efficaces peuvent faire plus de profits. Ça augmente la richesse nationale et ça leur donne les moyens de réinvestir. D'un autre côté, elles peuvent baisser leurs prix. Ça, c'est bon pour le pouvoir d'achat et ça leur permet de vendre plus. Et enfin, 3e canal, les salaires. Des entreprises en bonne santé peuvent mieux payer leurs employés, ce qui stimule la consommation. Chacun de ces canaux crée un effet d'entraînement puissant. Mais il y a une chose essentielle à retenir. Le maillon crucial, la clé de voûte de tout ce système, c'est une main-d'œuvre bien formée qui continue d'apprendre tout au long de sa vie. Le capital humain, c'est vraiment le carburant indispensable pour faire tourner ce moteur. Alors maintenant qu'on comprend mieux la mécanique, la grande question qui se pose est la suivante. Comment peut-on l'accélérer? Sur quelles politiques, sur quels investissements faut-il miser en priorité pour alimenter ce moteur et préparer notre avenir?